Déjà, sur le plan de l'islamisme comme idéologie, non directement liée à la violence terroriste, la France a considérablement reculé, elle n'est pas la seule, mais elle a considérablement reculé depuis 10 ans, ou une autre manière de le dire, c'est que l'islamisme a considérablement progressé dans la société française. On a des équipes de voyous qui sont montées au coup par coup, avec un jeu de mots sur coup, c'est-à-dire un coup par coup au sens à chaque fois, et pour faire les mauvais coups, et avec des commanditaires qui sont souvent soit au Maghreb, soit à Dubaï, et qui recrutent sur Snapchat, qui est un réseau social, qui est devenu l'agence d'intérim du crime en France. Et il y a des gens qui échangent sur Snapchat, tiens, j'ai un truc, j'ai un bon plan, il y a une maison dans 2 jours, il y a plein de fric, etc., qui veut venir, on paye le gars 500, 800, 1000 balles, c'est très peu, hein, pour monter, et on a toujours des équipes. Alors pour la région parisienne, ça vient beaucoup du 91, du 93 et du 95. On pense, j'ai vu des gens du renseignement qui m'ont dit, ils m'ont montré des annonces sur le Darknet, etc. On pense aussi qu'il y a des armes qui étaient destinées à l'Ukraine, qui ont été détournées, comme des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens portables, des choses comme ça. Il y a énormément de matériel en Ukraine, qui est un pays quand même très mafieux dans son fonctionnement, qui ont été détournés. Si jamais, par extraordinaire, nous avions des gens d'extrême gauche qui nous regardent, il faut qu'ils étudient bien l'histoire, puisqu'à chaque fois que dans l'histoire, l'extrême gauche s'est alliée avec les islamistes, et quand ils ont gagné, évidemment, les islamistes ont massacré les gauchistes une fois arrivés au pouvoir. Massacré physiquement, hein. Take on the world. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Incorrectibles. Alors ce soir, je suis ravi de recevoir un nouvel invité. Au passage, d'ailleurs, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous soutenir, que ce soit sur YouTube ou sur Substack. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer ces entretiens exclusifs chaque semaine. Alors, mon invité cette semaine vient de publier aux éditions de l'Observatoire un nouvel ouvrage, France, le choc ou la chute, un livre coup de poing qui dresse le portrait d'un pays fragilisé, fracturé, dépassé, entre fracture identitaire, immigration incontrôlée, banalisation de l'antisémitisme, convergence des luttes, influence étrangère et aveuglement budgétaire. La question est simple, est-il encore possible de redresser la France ? Il est fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat. Il observe depuis des années ce qui se joue au cœur de notre pays sur les questions de sécurité, de justice et de souveraineté. Bonsoir Thibaut de Montbrial. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi de vous recevoir. C'est la première fois. Je crois que j'avais essayé à de nombreuses reprises, mais j'y suis enfin arrivé. Donc, un grand merci d'être là. Alors, je le disais, vous avez fondé en 2015 le premier think tank français dédié aux questions de sécurité et de souveraineté, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Une question toute simple, tout d'abord pour commencer. En quoi cela consiste-t-il ? Écoutez, dans ce centre, c'est le fruit d'une évolution personnelle vers un engagement plus public que celui du métier d'avocat pour contribuer à la réflexion et peut-être aussi à l'action sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la sécurité des Français. Pourquoi ? Au bout d'une vingtaine d'années d'avocat, au début des années 2010, par l'ensemble des contacts que j'avais ici et là dans l'appareil d'État, la police, la gendarmerie, les services de renseignement, l'armée, etc., j'ai pris conscience, avant que ça devienne un sujet grand public, de la force de la montée de l'islamisme. Et en fait, ça a été le chemin qui m'a amené à créer une structure pour réfléchir sur les questions de sécurité. Mais l'urgence à l'époque, l'urgence de cet engagement, c'était la lutte contre l'islamisme avec ce qui se préparait depuis Daesh, depuis l'État islamique, le fait que de nombreux Français ou jeunes vivant en France ou de jeunes Européens d'origine arabo-musulmane partaient sur zone, comme on disait, pour combattre l'Occident, pour créer un califat et pour combattre en revenant les pays européens de l'intérieur. J'ai donc créé le CRSI début 2015 et les années passant, cette structure, qui est juridiquement une association, s'est développée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint au comité stratégique, des personnes éminentes. Vous pouvez aller voir sur le site, je ne vais pas faire l'énumération, mais vraiment des gens très qualifiés. Et on a élargi les travaux à l'ensemble des questions de sécurité et même depuis 2 ans de souveraineté. Il y a une couleur politique ? Alors justement non, c'est une
question qui est intéressante. Moi, j'ai des engagements personnels qui ne sont pas, on en parlera peut-être, qui ne sont pas liés à un parti, mais très clairement, je ne suis pas neutre dans le débat public. Je suis un patriote, je suis extrêmement conscient, et c'est tout ce qui sous-tend mon engagement, de la difficulté de l'époque que nous traversons. Et vous avez un engagement politique ? Non, je n'ai pas d'engagement politique encarté, mais je suis dans le débat politique. J'ai été le conseiller spécial de Valérie Pécresse lors de l'élection présidentielle de 2022, et aujourd'hui, très clairement... À droite. C'est plus compliqué que ça, on en parlera, parce que je pense que les questions de sécurité régalienne au sens large, elles sont en réalité ni de droite ni de gauche, elles sont à la base du pacte social. Mais je prône le rétablissement de l'autorité, donc c'est très clairement déjà comme vous disiez, d'où parles-tu camarade, c'est quand même du camp de la loi et de l'ordre, évidemment républicain. Par contre, pour finir sur la création du CRSI, aujourd'hui, nous réfléchissons à toutes les questions de souveraineté. C'est plus seulement la sécurité, c'est-à-dire police, justice, immigration, mais il y a également la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire. Le monde, au-delà des frontières françaises, est un monde où la force prime de plus en plus le droit, et il est absolument vital, au sens étymologique, c'est-à-dire que c'est une question de survie pour la nation française, d'être capable de s'organiser le plus possible pour protéger sa souveraineté de l'intérieur. Et donc, nous organisons des conférences en France, partout en France, dont certaines d'ailleurs ont nourri le livre dont on va parler, des conférences à Paris, des échanges avec des spécialistes, nous recevons des personnalités, j'ai reçu les 2 derniers ministres de l'Intérieur, le préfet de police avant les JO, etc. Beaucoup de publications écrites. Il y a toute une série de publications qui a vocation à aider les chercheurs, les universitaires, les journalistes, les étudiants, et donc à ceux qui nous regardent, je dis, si vous avez envie de nourrir des travaux ou des réflexions sur ces sujets-là, allez voir sur le site du CRSI, vous aurez toutes sortes de statistiques, de présentations de différents services de l'État. On va mettre le lien en description de cette... Et donc, c'est aujourd'hui, donc think tank, c'est l'expression américaine, mais donc le laboratoire d'idées, le laboratoire de pensée sur les questions de sécurité intérieure et de souveraineté. Et aujourd'hui, c'est le seul en France. Le budget est à peu près 300 000 €. Et nous sommes en très forte croissance, puisque sur les 2 dernières années, nous avons doublé et les équipes, et le budget, et nos activités. Donc la tendance est à la croissance et au développement. Et pour finir de répondre complètement, autant moi, donc ce qu'on commençait à dire tout à l'heure, j'ai un engagement fort sur la façon dont je vois la France, et notamment la façon dont elle devrait être gouvernée, autant je mets un point d'honneur à ce que les points de vue du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure soient aussi objectifs que possible. Ils ne sont pas idéologisés, et ce sont des techniciens, des chiffres, des présentations de services de réalité, etc. Ça n'empêche pas aussi de faire des propositions, mais ça n'est certainement pas le sous-marin de quiconque politiquement. Vous diriez que la situation s'est particulièrement dégradée depuis 2015 ou un petit peu améliorée ? Globalement, la réponse rapide, c'est qu'elle s'est dégradée. Et si on rentre un tout petit peu dans l'analyse, il y a eu sur le plan juridique, renseignement et tactique, des vraies améliorations ponctuelles en matière de lutte antiterroriste, au sens juridique du mot, hein, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, quelle que soit l'idéologie qui porte ce terrorisme, mais en l'occurrence, c'est les coups de boutoir du terrorisme islamiste qui ont permis des vraies avancées. Mais déjà sur le plan de l'islamisme comme idéologie, non directement liée à la violence terroriste, la France a considérablement reculé, elle n'est pas la seule, mais elle a considérablement reculé depuis 10 ans, ou une autre manière de le dire, c'est que l'islamisme a considérablement progressé dans la société française, et par ailleurs, il y a une explosion de la violence dans le pays, des conséquences de l'affaissement de l'autorité de l'État, avec 2 grandes contre-cultures qui sont en train de prendre la main en France, sur le plan social, sur le plan économique, etc., qui sont d'une part la grande criminalité organisée, ce qu'on appelle publiquement le narcotrafic, mais en fait c'est pas que du stup, c'est la grande criminalité organisée, et d'autre part justement l'islam politique. Donc la situation aujourd'hui, ça va beaucoup plus mal qu'en 2015 globalement.
Alors, on va parler bien sûr dans un second temps de ce livre en détail. Juste quelques questions d'actualité. D'après un sondage Odoxa Mascaré paru cette semaine, Jordan Bardella arrivera en tête du second tour de la présidentielle 2027, quel que soit le candidat auquel il serait opposé. Qu'est-ce que vous pensez de Jordan Bardella ? Écoutez, c'est un jeune homme que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, avec qui je m'entends plutôt bien, qui est agréable, qui est brillant, qui fait plus que son âge. Il a une vraie maturité. Pour autant... Sur ces questions-là, pardon de vous interrompre, oui. Vous parliez de l'âge. Sur ces questions-là, l'âge, c'est important ou pas ? Alors, c'est en fait ce que j'allais vous dire, c'est que je pense que les Français... je peux me tromper, et ça n'est pas un avis ni un espoir. Hein, je pense objectivement, quel que soit ce que je pense à titre personnel, que les Français ne voteront pas pour un jeune homme de 30 ans après les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Intéressant, comme on remarque ça. Et justement, vous y croyez à la victoire du RN en 2027, de manière générale ? C'est peut-être Marine Le Pen, si elle n'est pas déclarée inéligible. Peut-être. Je peux pas vous dire oui ou non. Pour penser que ça n'arrivera pas, il faut ignorer complètement tous les signaux de ces dernières années. Mais le RN pourrait gagner à une condition qui aujourd'hui, à mes yeux, n'est pas réalisée, c'est d'avoir une cohérence économique. C'est-à-dire que quand vous parlez à Marine Le Pen ou quand vous parlez à Jordan Bardella, les lignes économiques ne sont pas les mêmes, mais de loin. Hein. Et je pense qu'il y a un problème donc de ligne. Et aujourd'hui, on est à la fin de l'année 2025. Si vous me demandez comme observateur de la vie politique quelle est la ligne économique du Rassemblement national, ce qui n'est pas neutre, hein, parce qu'il ne faut pas me répondre « ouais, mais l'important c'est le régalien, la justice, l'immigration, etc. » Parce que tout ça, ça se paye. Non, mais tout ça, ça se paye. Donc tout ça, ça se paye, au sens ça se finance. Donc on ne peut pas dissocier la réponse à ces questions des moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'on souhaite porter. C'est vrai pour tout. Donc, moi, je ne sais pas aujourd'hui si le Rassemblement national est un parti pro-business, comme le dit plutôt Jordan, en particulier quand il rencontre des gens qui sont sur les lignes de droite business libérale, ou un parti qui est, je cite, ni de droite ni de gauche, qui prône des réglementations et fiscales et sur les questions sociales telles que la retraite, qui sont aujourd'hui, pour faire court, aberrantes. Donc, pour gagner, plus exactement, il faut, vous savez, c'est comme dans l'infanterie, c'est les 100 derniers mètres, le dernier kilomètre en logistique, etc. C'est toujours la fin qui est le plus difficile. Aujourd'hui, c'est les 2 ou 3 derniers pourcents qui manquent au RN pour gagner. Donc si le RN veut gagner le deuxième tour de l'élection présidentielle, il faut qu'il arrive à 50,01% des suffrages exprimés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à séduire une partie importante de la droite business, de la droite orléaniste. Et aujourd'hui, je ne parle même pas des sujets, vous voyez, je ne suis pas une seconde dans l'idéologie, est-ce que c'est l'extrême droite, tout ça. Pour moi, c'est dépassé. Ça, pour le coup, c'est dépassé. Mais ce qui reste, et ce que beaucoup de gens au RN ont tendance à écarter en disant « ouais, mais c'est pas ça le principal », bah, c'est peut-être pas ça le principal pour faire 48, mais c'est ça l'essentiel pour passer de 48 à 50,01. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une opacité, c'est même pas une opacité, parce qu'opacité, ça voudrait dire qu'ils veulent dissimuler, mais il y a une incertitude sur la ligne économique, et je pense que c'est la réponse à cette question qui permettra de vous dire si oui ou non ils ont une chance de gagner. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas tranché. Donc d'être au deuxième tour, très vraisemblablement, de gagner, ça va dépendre de ça. Puis ça dépendra aussi face à qui. Si c'est face à Mélenchon, la réponse est oui. J'espère. Mais si c'est face à d'autres candidats... Vous croyez que c'est plié pour lui ? Pour Mélenchon ? J'espère. Il y a un vrai danger. Là, pour le coup, la France insoumise, hein, puisqu'on parle de Mélenchon, a fait un choix dramatique, radical, assumé, en particulier, même s'il s'est préparé avant, à partir du 7 octobre 2023, qui est le choix du chaos. C'est-à-dire le choix de s'appuyer non seulement sur la fraction de la jeunesse d'origine et de culture arabo-musulmane, mais sur la fraction de cette jeunesse qui est radicalisée contre les valeurs de la République française, donc sur fond d'islamisme. Il y a les codes sémantiques, par le choix des causes et des vocabulaires utilisés. Il y a les codes visuels, il suffit de voir Rima Hassan à côté de Jean-Luc Mélenchon le soir des résultats des élections européennes, avec son kéfier, etc. Donc, il y a là une politique qui a encore eu des propos fous cette semaine
sur la créolisation. Il y a une députée qui a dit à l'Assemblée qu'il fallait qu'on ne devrait pas dire la langue française, mais la langue créole. Donc c'est une surenchère, mais qui pourrait faire sourire, mais sauf que c'est pas drôle du tout. Et donc le choix, en réalité, je pense, le choix du chaos, une tentative de créer une convergence des luttes qui réussirait, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives, mais elles n'ont jamais réussi. Et donc, la victoire de cette France insoumise-là, avec ce qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il dit l'inverse de ce qu'il disait il y a 10 ans, n'empêche que c'est ce qu'il dit aujourd'hui, et avec les acolytes qu'il a, des gens qui sont extrêmement dangereux, il suffit de voir les prises de position aussi bien à l'Assemblée que publiquement. Là, pour le coup, ce serait une catastrophe. C'est-à-dire que si votre question, vous ne la posez pas, mais j'y réponds, c'était un candidat du Rassemblement national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, face à Jean-Luc Mélenchon, non seulement je voterai pour le Rassemblement national, mais j'irai faire campagne de toutes mes forces contre la France insoumise. Et vous dites que vous voteriez pour le Rassemblement national. Comment vous expliquez qu'il y a encore des gens, puisqu'on parle des partis dits régaliens, républicains, qui prônent l'ordre et la loi, qu'il y a encore des personnalités, notamment essentiellement sur le plan artistique, comme Alain Souchon, qui laisse entendre que voilà, ce serait le chaos, justement, si ce parti arrivait au pouvoir, que les Français ne seraient pas assez cons, pour reprendre ses propos. Ça marche encore, cette erreur des mots. Je ne suis pas sûr qu'Alain Souchon soit une référence en termes de réflexion politique. Non, mais il représente quand même, malgré tout, on va dire ces gens qui sont, entre guillemets, pas forcément les plus représentatifs de la population, mais qui ont une influence quand même, ou pas, ou de moins en moins. Oui, mais il faut aller allons au bout de votre question. En fait, vous auriez pu me demander, qu'est-ce que vous pensez du fait que, lors des législatives de 2024, un certain nombre de leaders politiques dits de droite ont été élus, est appelé à voter contre le Rassemblement, à faire barrage au Rassemblement national. Vous pourriez me poser la question de savoir ce que je pense du fait qu'un candidat putatif à l'élection présidentielle, maire du Havre, Édouard Philippe, ait dire qu'il préférait voter communiste que voter pour le Rassemblement national. Parce que ça me trouble plus que des artistes plus ou moins éthérés et qui sont très déconnectés de la vraie vie. Il y a même des gens comme Dominique de Villepin qui sont ambigus sur la question. Ah bah Dominique de Villepin, c'est autre chose. Dominique de Villepin, à mon avis, c'est le candidat qui a le plus de chances de faire réussir la France insoumise. Je pense que si Dominique de Villepin était candidat de la France insoumise, il ferait un score supérieur à Jean-Luc Mélenchon. Puisqu'il en reprend aujourd'hui quasiment tous les codes programmatiques. Il aurait peut-être un empêchement si des enquêtes sérieuses sur certains liens avec des puissances étrangères étaient menées. Mais ça, on ne le sait pas tant que les enquêtes n'ont pas lieu. Mais en tout cas, on peut se poser la question. Pour le reste, c'est vrai que le fait... C'est drôle, là-dessus, Mediapart n'enquête pas. Ah ben, il y a les sujets... Mediapart choisit soigneusement ces sujets. Mais en tout cas, pour finir de répondre à votre question, moi, ce qui me fascine le plus, c'est pas tant la prise de position de certains intellectuels que la prise de position de certains, non, mais des leaders de la droite dite traditionnelle et qui sont en décalage total. Xavier Bertrand, par exemple. Oui, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui assume. Alors, c'est une cohérence. C'est-à-dire que pour le coup, on en pense ce qu'on veut, mais il y a une cohérence. Ce qui n'est pas le cas de tous. Mais Xavier Bertrand, qui considère le Rassemblement national comme le mal absolu, bon, c'est sa vision politique, mais je pense qu'elle est en décalage avec la vision de nombre de nos compatriotes. Encore une fois, la question du... Moi, je me trompe peut-être, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Rassemblement national. Je pense qu'il y a un agglomérat de gens qui viennent d'une part de l'ancienne gauche, ça c'est le tournant de Marine en 1991, qui a été un vrai tournant stratégique. Et vous la connaissez, Marine Le Pen, vous l'avez rencontrée? Je l'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, bien sûr. Mais moi, je parle à tous les dirigeants politiques sur l'arc qui sont profondément républicains. Donc ça va de l'aile républicaine assumée du Parti socialiste jusqu'au Rassemblement national. Et par exemple, si demain le RN, allez, mettons les pieds dans le plat, si demain le RN accédait au pouvoir et vous appelez à le rejoindre, vous pourriez envisager d'offrir vos services au RN? Ça dépendrait sur quelle ligne politique et pour faire quoi. Mais la réponse à votre question, ça n'est pas un oui inconditionnel, mais ça n'est pas non plus un non inconditionnel. Ça dépendrait avec qui et pour faire quoi.
Il y en a un autre dont on a parlé cette semaine dans l'actualité, c'est Nicolas Sarkozy, qui est définitivement condamné également dans l'affaire Big Malion à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. La Cour de cassation a donc confirmé cette décision de la Cour d'appel du 14 février 2024. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle condamnation de Nicolas Sarkozy ? Je vais vous faire une réponse qui est forcément engagée, puisque dans cette procédure, j'étais l'avocat de l'expert comptable de la campagne. Donc je connais très très bien le dossier, et je connais très bien le détail des faits qui étaient reprochés à Nicolas Sarkozy, puisque mon client était accusé... Qui était-ce C'était l'expert comptable de la campagne, le cabinet d'expertise comptable qui faisait la comptabilité de la campagne. Donc je connais bien le sujet, et moi je n'ai pas compris juridiquement la condamnation de tout ce qu'on a appelé la tête de campagne, donc forcément le candidat, Nicolas Sarkozy, mais également le directeur de campagne, l'expert comptable, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une condamnation que, comme avocat dans le dossier, je n'ai pas comprise. Vous pensez qu'il en finira un jour avec ses ennuis judiciaires, Nicolas Sarkozy ? C'est très difficile de répondre à cette question. Il paye cher. Vous diriez qu'il y a un acharnement contre lui ? Alors, il paye cher 2 choses. D'abord, je pense de s'en être pris frontalement au magistrat quand il était président de la République, de parler des petits pois, etc. C'est quelque chose, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de magistrats lui reprochent fondamentalement. Il incarne, y compris avec tous ses défauts, mais il incarne un vrai combat d'avoir porté des valeurs de droite, assumées, etc., dans un pays où ça n'est quand même pas très culturellement populaire, même si c'est auprès des citoyens, c'est plutôt populaire, mais culturellement, dans certains milieux, ça ne l'est pas, donc première chose. Et il paye aussi, dans certains dossiers, manifestement, que je connais moins bien, mais que je m'intéresse, je lis, je regarde, etc., même si je ne les connais pas, à certains égards, une vraie imprudence. Son incarcération, un petit mot là-dessus, de votre part ? Moi, je le connais, Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un que j'apprécie à titre personnel. Ça m'a fait de la peine, ça m'a choqué comme citoyen de voir un président de la République aller en prison, non pas parce que les présidents de la République sont des gens qui bénéficieraient d'une immunité absolue qui, par nature, les empêcherait d'être placés en détention, mais ce qu'il faut, c'est voir pourquoi. Et ce qui me frappe, moi, mais je crois que je rejoins l'avis de beaucoup de gens qui se sont déjà exprimés, c'est que à partir du moment où il y a des faits qui sont contestés, qu'il n'est pas condamné pour leur matérialité et qu'il y a un appel, eh bien, ça faisait 3 raisons pour attendre l'issue de la procédure d'appel pour qu'il y ait des décisions très concrètes et irrémédiables qui soient prises. Parce que si Nicolas Sarkozy était relaxé devant la cour d'appel, les 20 jours de prison... on les répare pas. On les répare, il y a un mécanisme d'indemnisation, mais ce n'est pas le sujet. Avec quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, en termes symboliques, le préjudice, etc., il est là. Le préjudice est déjà considérable. Vous, en tant qu'avocat et aussi citoyen, bien sûr, vous diriez qu'on assiste vraiment à un pouvoir des juges ? Ah oui, clairement, mais alors pas forcément ceux auxquels... Est-ce que vous êtes libre d'ailleurs de parler sur ce sujet, vous, moi, en tant qu'avocat ? Est-ce que c'est pas délicat, justement, quand on est avocat Je passe ma vie à en parler. Ouais. Une partie du livre qui est consacrée aux juges. Et j'ai d'ailleurs une vision... On ne peut pas théoriquement commenter des décisions de justice. Mais ça, c'est pas vrai, mais bien sûr que si. Non, mais ça, c'est une légende urbaine. Hein. Tout le monde a le droit de commenter une décision. Attendez, vous imaginez, si on n'avait pas le droit de commenter une décision de justice, ça voudrait dire que le fait judiciaire serait issu de la liberté d'expression, etc. Non, on n'a pas le droit d'insulter les juges, etc., mais on a parfaitement le droit de commenter une décision de justice, heureusement. Ça, c'est une légende. Je le dis aux gens qui nous regardent, vous avez le droit de commenter une décision de justice. Voilà. Au moins, c'est un message qui passe ce soir. Non, comme avocat, donc connaissant bien le système, moi, je dirais 2 choses. La première, c'est qu'il y a des hauts magistrats, que ce soit à la Cour européenne des droits de l'homme, au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui sont les cours suprêmes, pour faire court, chacun avec des compétences, qui ont tendance à sortir du cadre strict qui leur incombe de par la Constitution. Ça, il y a une déviance
absolue. Je parle dans le livre, il y a 5 ou 6 pages sur le Conseil constitutionnel que j'ai chiadé, j'ai pesé chaque mot. Il faut absolument revenir à l'orthodoxie de 1958, dont le Conseil constitutionnel en particulier est radicalement sorti, avec un comportement notamment de Laurent Fabius quand il en était président, qui est au sens étymologique du terme scandaleux, puisque Laurent Fabius n'hésitait plus à la fin de son mandat à aller répondre à des interviews en annonçant à l'avance ce que serait l'avis du Conseil, alors qu'il n'est que 1/9, un juge sur 9 de ce Conseil, au cas où le Conseil serait saisi de questions dont il n'était pas encore saisi, notamment sur l'immigration. Il disait, si on était saisi sur telle question, voilà ce qu'on dirait. Je veux dire, si c'est Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel, il aurait fallu nous l'expliquer. Et ça choquait personne. Et quand on critiquait, puisqu'on a le droit de critiquer, des décisions du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius montait au créneau en disant, ceux qui critiquent le Conseil constitutionnel ne sont pas des démocrates. Alors ça, c'est l'argument d'autorité absolue. Donc je vous disais, je distingue 2 choses. Un, ce sont ces cours suprêmes qui très clairement sont sortis de leur rôle, ce qui est un problème et ce qui sera un problème pour adopter un certain nombre de mesures dont la France a besoin pour se redresser. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est pas encore les cours suprêmes. Voilà. Mais le juge du quotidien. La cour d'appel pour Marine Le Pen. Alors justement, je vous disais, il y a 2 choses. Maintenant, je vais vous parler des juges qui sont ce qu'on appelle les juges du fond, les juges auxquels les Français sont confrontés à chaque fois, que ce soit dans des affaires, d'ailleurs pas seulement pénales. Si vous avez un problème de droit de la famille, vous divorcez, de droit des affaires, etc. Bon, bref, dès qu'il y a du droit, s'il y a un contentieux, on se retrouve à un moment donné devant le juge. Là, et évidemment, c'est le cas aussi du pénal auquel tout le monde pense. D'ailleurs, le pénal, c'est les crimes et les délits. C'est ce dont on parle là avec Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, ou l'insécurité au quotidien dont on va parler. Là, beaucoup de gens disent... beaucoup de gens de droite disent les juges sont laxistes. Et moi, on me demande souvent est-ce que les juges sont laxistes. Et les gens sont surpris du fait qu'avec les positions que je porte, je dise que non, c'est plus compliqué que ça. Là, cette semaine, il y a quand même, je ne sais pas si vous avez vu, à la prison de Vendin-le-Vieil, il y a eu un narcotrafiquant dont la peine doit prendre fin en 2029, qui a bénéficié d'une permission de sortie. Alors, vous n'avez pas fait vos due diligence, parce que j'ai fait un tweet très offensif il y a quelques jours, précisément sur un certain nombre de dysfonctionnements sériels très rapides de la justice depuis ces derniers jours, voire ces dernières heures, et notamment en parlant notamment de cette décision aberrante du juge de l'application des peines dans ce cas très précis. Mais je reviens à l'analyse générale. Laxisme, non. Par contre, il y a 30% des juges qui sont d'extrême gauche, puisqu'ils votent pour un syndicat qui est ouvertement d'extrême gauche, et qui prend des positions... Le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, bien sûr, et qui a des positions qui sont, à mon sens, contraires au droit syndical, dans la limite qui incombe à ce qui est autorisé de la part de magistrats. Je vous donne juste un exemple, c'est qu'ils produisent des guides, par exemple, pour apprendre aux manifestants comment échapper à la police en cas de contrôle et comment se conduire en garde à vue, etc. Donc ça veut dire que c'est quand des juges commencent à expliquer à des gens qui sont soupçonnés d'avoir commis des infractions comment on se comporte face à la police et à la justice, eh bien, on est complètement en dehors des clous. Donc, mais ça, c'est une minorité, un peu moins de 30%, puisque s'ils font 30% aux élections, comme tous les juges ne votent pas, ça veut dire qu'en pourcentage relatif, ils sont, on va dire, entre 20 et 25%. Mais les autres, ils sont plutôt conformistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a une école, la magistrature, qui est une forme de moule, dans lequel tous les apprentis juges passent, après avoir réussi le concours, qui est un concours difficile. C'est à Bordeaux. Et il y a une espèce de moule idéologique. Si vous êtes ouvertement de droite et que vous êtes à l'ENM, École nationale de la magistrature, c'est compliqué. Il y a régulièrement des histoires de gens qui sont à droite et qui sont victimes d'un traitement qui est un peu différent de ceux qui ne se revendiquent pas, en tout cas ouvertement, d'être de droite. Et puis, il y a une manière de voir les choses qui ne tient pas compte de l'évolution de la société. Les juges, par exemple, j'en suis vraiment convaincu, je parle beaucoup avec eux quand je me déplace en province, etc. L'explosion de la violence de ces dernières années, elle n'est pas complètement prise en compte. Il y a un dogme de la bienveillance, c'est-à-dire que c'est devenu caricatural, premier sursis, deuxième sursis, troisième sursis, 10e sursis, etc. Oui, puis les juges leur trouvent des excuses, c'est limite de la faute de la société un peu. Mais ça, c'est précisément le dogme
de la défense sociale nouvelle, on appelait ça dans les années 70, c'est Foucault, Derrida, etc. C'est de dire que le délinquant n'est pas un homme dont le comportement résulte d'un choix, mais que ce choix est déterminé, qu'il y a des déterminismes et que notamment il y a un déterminisme de la société, etc. etc. Moi, je ne pense évidemment pas ça, et je pense que dans une société où la violence augmente, il est absolument impératif de prendre très tôt des mesures qui permettent de recadrer et de sanctionner le franchissement de seuil. Le franchissement de seuil, c'est quand vous avez une limite et que vous la franchissez. Une fois qu'elle est franchie, s'il n'y a pas de conséquences pour celui qui l'a franchie, mais il n'a plus aucun respect pour l'interdit. C'est-à-dire que tout l'enjeu, ça consiste à, quand on éduque un enfant, à lui apprendre la frustration. C'est-à-dire qu'il y a des choses interdites, on le sanctionne, pas de façon démesurée, de façon évidemment proportionnée, mais on le sanctionne quand il commet une transgression. Le délinquant, c'est exactement pareil. Et le point à retenir, et c'est là que je pense que nos amis magistrats sont parfois en décalage avec la réalité de la société et avec ses attentes, ce qui est quand même sont deux choses différentes, la réalité et les attentes de la société, c'est que ce qu'ils vont considérer comme de la bienveillance est en réalité perçu, si on fait 180 degrés et qu'on se met à la place du délinquant, comme de la faiblesse. Et donc ça part d'une bonne intention, mais ça a des effets catastrophiques. En gros, aujourd'hui, on a une justice dont le prisme principal est à quitter la défense des intérêts de la société pour aller plus vers la défense des intérêts individuels des délinquants. Les grands oubliés, c'est les victimes. Et la grande perdante de tout ça, c'est évidemment la société, puisqu'on a une délinquance notamment violente qui explose dans des conditions hallucinantes. Alors, en parlant de délinquance violente, justement dans ce livre, on le rappelle, donc France, le choc ou la chute aux éditions de l'Observatoire, vous consacrez une partie au narcotrafic. Vous revenez notamment sur l'embuscade du convoi pénitentiaire d'Incarville qui avait fait évader Mohamed Amra. Est-ce que cette attaque, elle a vraiment permis de changer les choses, si je puis dire ? Pour moi, dans le livre, il y a plusieurs dates importantes de rupture. Et la date du 14 mai 2024, qui est cette attaque au péage d'Incarville, c'est une rupture majeure. Pourquoi ? Jusqu'à ce jour, jamais, depuis 1981 et l'assassinat du juge Michel à Marseille, des voyous s'en étaient pris volontairement pour les tuer à des agents de l'État, en dehors de deux cas. C'est le terrorisme, puisque le terrorisme, c'est politique, donc on tue des policiers et des gendarmes pour des raisons politiques, donc ça, je le mets de côté. Malheureusement, il n'y en a eu que trop, mais je le mets de côté. Et deuxième cas, pour des raisons de protéger leur fuite, lors d'un braquage, la police arrive, etc. Et il y a un policier qui est tué, mais l'objectif des braqueurs n'était pas de tuer un policier. C'est une conséquence d'un truc qui dégénère. Par contre, là, Incarville, c'est une embuscade froide, déterminée, avec comme objectif de faire évader un narcotrafiquant, objectif réussi, sans coup de feu. Il n'était pas nécessaire, pour que l'objectif soit atteint, de tuer ces agents de la pénitentiaire, et pourtant, les voyous, après avoir figé la situation, donc j'insiste, j'insiste lourdement, mais l'effet recherché, c'est-à-dire permettre l'évasion du détenu, était atteint, et là, ils ont tiré froidement. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que c'est une date qui est un tournant, c'est qu'on est en train d'arriver, et Incarville en est l'illustration, dans un monde où la criminalité organisée, et donc notamment autour des stupéfiants, est d'une violence tellement désinhibée que non seulement ils se tuent entre eux avec des règlements de compte qui sont bien loin aujourd'hui d'être circonscrits aux grands pôles criminels que sont Marseille, Grenoble ou la banlieue lyonnaise, mais désormais, et donc ils vont maintenant partout en France, mais aussi contre des agents de l'État. Et des magistrats, des policiers, des élus me disent, j'en parle, je donne quelques exemples dans le livre, mais me disent au quotidien leur crainte que certains d'entre eux soient tués dans les mois et les années qui viennent, parce qu'on est dans un phénomène que j'ai appelé dès le début des années 2020 la sud-américanisation. Bruno Retailleau a repris mexicanisation, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'il y a un franchissement de seuil majeur. Vous savez, il y a des grandes étapes, il y a des ruptures. Ça, c'est une rupture
où on arrive à un degré de violence tel que l'État et ses représentants, non seulement n'est plus épargnés, mais se retrouvent en première ligne. On avait eu, il y a quelques années, en Belgique et en Hollande, une tentative d'enlèvement du ministre belge de la Justice, assassinat de plusieurs personnalités, de magistrats, etc. en Hollande. Donc la Hollande et la Belgique ont pris un tout petit peu d'avance, mais aujourd'hui on y est. La lutte contre le narcotrafic, elle est vraiment devenue une priorité pour l'État ? Oui, et ça fait partie des domaines dans lesquels il y a eu des mesures de prise qui sont des mesures significatives. La loi, la fameuse loi contre le narcotrafic qui a été portée... Pardon de vous interrompre, il n'y a pas quand même une défaillance parce qu'on a besoin d'en arriver à ces drames pour prendre conscience de l'ampleur de la situation ? Là, c'est une question quasi philosophique. Une des raisons pour lesquelles ça va si mal en France, c'est que globalement, les politiques sont à la fois lâches et déconnectés. Donc il y a une lâcheté, parce qu'en réalité, ça fait un moment qu'on sait, quand on travaille sur ces dossiers, quand on parle avec des hauts fonctionnaires, qu'il faut prendre des mesures hyper dures pour entraver l'évolution à laquelle on assiste, avec tout un tas de signaux qui ne sont même plus des signaux faibles. Et ces mesures ne sont pas prises, et une forme de déconnexion, parce que... Ou des effets d'annonce, quoi, ouais, par les politiques. Et parfois des effets d'annonce avec toujours cette litanie de drames, plus jamais ça, de coups de menton, etc. à chaque fois, qui ne sont jamais suivis d'effets. Mais quand même, avec la dureté de la critique, il faut essayer de rester objectif. Et pour le coup, cette loi anti-narco qui a été portée par Bruno Retailleau et ensuite par Gérald Darmanin, est une loi qui a apporté des avancées significatives. Et pour le coup, je ne peux pas dire, comme je viens de le dire, qu'une partie de la classe politique s'est illustrée par sa lâcheté sur tous ces sujets, on parlait de l'islamisme après, etc., et ne pas rendre hommage aux sénateurs qui ont produit un rapport essentiel dans la préparation de cette loi, précisément au printemps 2024, donc concomitamment à ce qui est arrivé à Incarville, avec un rapport de plus de 600 pages que vous trouverez sur le site du Sénat, avec tout un tas d'acteurs de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui ont été interrogés et tout, et où tout est dit. C'est-à-dire que là, il y a eu personne ne s'est censuré, les acteurs et les politiques sont allés au bout de la chose, et les réalités qui sont dans mon livre et dont on parle, elles sont déjà dans ce rapport parlementaire, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Donc, pour le coup, il y a de l'autocensure et tout, mais on avance, mais on n'avance pas autant que ce qu'il faudrait. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous permettre à ceux qui nous regardent de comprendre. Il y a 2 ans, il y a des magistrats et des policiers fédéraux mexicains qui sont venus à Paris rencontrer les magistrats en charge de la lutte contre le trafic international de stupéfiants en France. Et les magistrats français leur expliquaient comment on faisait, notre système et tout. Les mecs en face se sont marrés. J'avais un copain qui y était, il m'a raconté. Les Mexicains se sont marrés et ils ont dit « Mais attendez, vous êtes des bisounours ». Je ne sais pas s'ils ont dit bisounours aux Mexicains, mais ils ont dit en tout cas « Vous êtes d'une naïveté confondante avec vos droits de la défense à n'en plus finir, votre procédure pénale qui prend des heures aux policiers, etc. etc. Et vous allez bientôt avoir des morts dans vos rangs. » C'était un tout petit peu avant Incarville. Et les Mexicains leur ont expliqué comment eux, ils avaient été obligés de travailler à la suite du quasi-effondrement de leur pays face aux narcos. Et on va y venir. Nécessairement, on va y venir. Et les magistrats les magistrats français qui sont sortis de là, ils étaient quand même un peu groggy, parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle comme ça. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que je fais une digression. Alors là, c'est pas par rapport au narcotrafic, mais il y a eu cette semaine, j'ai vu sur les réseaux sociaux une altercation assez vive entre Renaud Girard, journaliste au Figaro, et le général Richoux, je crois que c'était sur LCI, où ils sont revenus sur, évidemment, ce terrible épisode du Bataclan, où il y avait des militaires qui étaient en faction devant et qui ont en gros eu l'ordre de ne pas intervenir. Et c'est justement Renaud Girard du Figaro qui disait qu'il était outré que ces militaires, justement, ne soient pas intervenus et que si vraiment il y avait ce qui était le cas évidemment, il y avait besoin d'intervenir, l'ordre, la loi entre guillemets, on doit passer outre. Mais cette histoire cette vieille histoire, ça fait 10 ans, et des histoires tragiques, douloureuses,
vous avez raison, elle illustre tout. Elle illustre... alors, je rassure d'abord ceux qui nous regardent, c'est que le cadre juridique a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce point... Dans un cadre d'urgence ça n'arriverait plus. Mais votre parallèle est très juste. C'est la situation où, dans un... peur d'intervenir, d'être poursuivi. Non, oui, mais pourquoi un policier, pareil. Mais pourquoi mais tout ça, c'est vrai. Mais pourquoi c'est quoi le dénominateur commun? L'affaire Naël, c'est tristement aussi ça. On va en parler. Mais quel est le dénominateur commun entre tout ça? C'est une société que je vais appeler, pour faire court, de temps de paix. C'est-à-dire que c'est une société de temps de paix. 2015, c'est le temps de paix. 2015, on a un cadre juridique, on est là, on se balade, il se passe quelque chose pour lequel on n'est pas exactement dans le cadre de l'intervention prévue par la loi, et on est encore dans un légalisme et un rigorisme, y compris dans tout ce qu'il a de plus absurde. Je dis beaucoup depuis 2015 que l'un des effets pervers de ce monde merveilleux dans lequel nous avons vécu en France, avec une prospérité, un climat tempéré, un système politique qui était stable depuis 1958, etc., qui était unique dans l'histoire du pays. C'est jamais arrivé. 70 ans de paix sur le territoire français, c'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Donc, aujourd'hui, qu'on est en train d'en sortir avec énormément de problèmes intérieurs, et on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais quand même un vrai sujet de sécurité à l'est de l'Europe, eh ben, les gens ont du mal à se réveiller parce qu'ils sont engourdis, ils sont ankylosés par cette paix qui est formidable. Je suis pas en train de dire... C'était Dupond-Moretti qui disait il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Oui, non, mais Dupond-Moretti, en plus, il était... Dupond-Moretti, il s'est trouvé projeté tout à coup en politique pour incarner comme garde des Sceaux l'autorité qu'il a combattue pendant 40 ans. Donc il y a un truc qui n'allait pas. Il a fait de son mieux, je pense. Je n'ai pas rien contre lui particulier, mais c'est très très difficile quand vous incarnez le libertarisme, c'est-à-dire une sorte de comportement individuel où on est méchant. Oui, mais c'est bien au-delà de ça, parce que ça, en démocratie, il en faut. C'est que ces positions par rapport à la justice, etc., comme avocat de voyous, c'était précisément de passer sa vie. Il écrit des bouquins tous les 18 mois à l'époque, il allait sur les plateaux, et il pourfendait l'État, la loi, l'ordre, l'autorité. Et tout à coup, du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec le changement de casquette. Même avec la meilleure volonté du monde, et je pense qu'il l'a eu, c'est super compliqué. Et ça peut pas être une incarnation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas incarner. Quand il fait sa première visite à Fresnes, parce qu'il se fait acclamer, c'est pas lui qui a demandé aux gens de l'acclamer, mais il se fait acclamer parce que quand il est là, il est le produit de ses 40 dernières années, et de son succès professionnel, parce que c'en est un. Vous voyez ? Donc je pense qu'à un moment, il faut quand même être un peu... on peut incarner que des valeurs qu'on a portées dans sa vie. Et là, en l'occurrence, je pense que c'était un peu compliqué. Mais pour en venir au point fondamental de pourquoi notre pays est si mal préparé à différents chocs qu'il est en train d'encaisser les uns après les autres et qui augmentent les fractures et les failles jusqu'à nous mettre en vrai risque de survie, c'est paradoxalement, parce que ça a été... ces 40 années de tranquillité n'ont pas été accompagnées par l'analyse des signaux émergents, et typiquement sur l'immigration. C'est-à-dire que pendant 40-50 ans, il y avait la croissance économique, etc., et on a fait venir une main-d'œuvre qui était, pour la première fois dans l'histoire du pays, culturellement différente, parce qu'avant, il y avait une immigration, mais elle était chrétienne. Ce qui change tout. Et là, on a fait venir une immigration... on n'est pas les seuls, de beaucoup de pays européens, arabo-musulmanes, sans aller au bout de la question, qui était pourtant une question fondamentale dès le début, c'est comment est-ce qu'on va accompagner cette immigration, dont on a besoin économiquement à l'époque, pour ne pas qu'il y ait des effets pervers en termes culturels et sociétaux. Alors que ce n'était pas la peine d'être un génie pour se poser la question. Et ça aurait pu conduire à des mesures de protection, des mesures de base simples et de bon sens au début. On ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, on a l'addition qui arrive sur tout. Aujourd'hui, on a l'addition qui arrive sur tous les fronts en même temps, y compris sur le front économique et la dette.
On poursuit quand même sur cet tout ouvrage. bien Après sûr. le passage sur les narcos, vous enchaînez d'ailleurs avec un passage sur les homejacking. Oui. On rappelle que cette semaine, Vincent Bastide, le PDG de Bastide Médical, a été enlevé, séquestré, dépouillé d'1 million d'euros. Vous décrivez une professionnalisation de la criminalité. Ce sont devenus des véritables entreprises. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un point commun qui concerne les auteurs de ces attaques et les victimes, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les homejacking, donc les attaques à domicile, qui explosent, et soit dit en passant, le piratage des données des adhérents à la Fédération française de tir, plus de 250 000 personnes, ne va pas arranger les choses, puisqu'il y a beaucoup d'affaires depuis quelques jours, et il y a beaucoup d'agressions à domicile, parce que les voyous pensent que chez ces gens-là, il y a des armes, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des licenciés qui n'ont pas d'armes chez eux, il y en a qui en ont, mais en tout cas, ça va encore augmenter les agressions à domicile. Mais donc, vous avez des agressions à domicile, vous avez des agressions de personnalités connues, je donne des exemples d'influenceurs sur les réseaux sociaux, de gens qui ont fait fortune dans la crypto-monnaie, il y a toute une partie là-dessus dans mon livre. Donc, le point commun, c'est que ce sont des personnalités en vue, premièrement, et deuxièmement, ciblées et identifiées grâce à leurs affichages sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour l'identification des victimes. Et côté auteur, on a des équipes de voyous qui sont montées au coup par coup, avec un jeu de mots sur coup, c'est-à-dire un coup par coup au sens à chaque fois, et pour faire les mauvais coups, et avec des commanditaires qui sont souvent soit au Maghreb, soit à Dubaï, et qui recrutent sur Snapchat, qui est un réseau social, qui est devenu l'agence d'intérim du crime en France. Et il y a des gens qui échangent sur Snapchat. Tiens, j'ai un truc, j'ai un bon plan, il y a une maison dans 2 jours, il y a plein de fric, etc. Qui veut venir? On paye le gars 500, 800, 1000 balles, c'est très peu, pour monter. Et on a toujours des équipes. Alors pour la région parisienne, ça vient beaucoup du 91, du 93 et du 95. Et on a des équipes de gens hyper violents, violence désinhibée, souvent issus de l'immigration, et avec régulièrement dans ces dossiers une vraie sauvagerie, parce que, beaucoup de gens n'osent pas le dire, mais moi j'ose vous le dire, il y a une dimension économique, le produit du crime, mais il y a aussi une dimension identitaire et culturelle, voire raciale, puisque les victimes sont souvent des gens qui ont réussi, issus de la communauté traditionnelle française, de la grande bourgeoisie française, alors que les auteurs sont souvent des gens soit étrangers, soit issus de l'immigration à 1 ou 2 générations. En parlant de sauvagerie, il y a quelques semaines, on apprenait que Salah Abdeslam était prêt à entamer une démarche, je cite, de justice restaurative avec des victimes du 13 novembre. Des victimes sont prêtes à y avoir recours. On le rappelle, vous êtes membre du groupe de contact des avocats des victimes du terrorisme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Est-ce que vous comprenez ces victimes qui sont prêtes à rencontrer Salah Abdeslam? Plusieurs choses. 1, moi je défends malheureusement depuis 30 ans des gens qui sont victimes de crimes, pas forcément terroristes, mais notamment terroristes, et on ne peut pas se mettre... Chacun réagit à sa façon. On rappelle ce que c'est que la justice restaurative. La justice restaurative, c'est un concept qui est venu du Canada, qui est intéressant en soi, mais j'ajoute, et ça c'est un commentaire personnel qui porte des limites, le principe c'est de dire il faut se faire rencontrer l'auteur du crime et sa victime. Dans le cadre judiciaire, les gens se font arrêter, condamner, et ensuite on les fait rencontrer, voilà. Pour faire son travail psychologique. Quoi. Oui, mais qui peut aller dans les 2 sens, parce que il y a des victimes que ça aide. Vraiment, il y a des victimes que ça aide de voir le gars qui les a agressés, etc. C'est un rapport à l'humanité, ça humanise, etc. Il y en a une qui le dit d'ailleurs. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, comme avocat, je ne me sens pas le droit de répondre de façon générale. Parce que chacun le vit comme il le vit, et je vois des réactions tellement différentes entre les uns et les autres, je le constate, et donc je ne peux pas aller au-delà de ce constat pour vous donner un avis sur la façon dont les gens le vivent. Par contre, je peux vous donner un avis perso, et je peux vous donner l'avis de mes clients du 13 novembre, puisque au cabinet, nous avons assisté à un certain nombre de gens qui ont soit été blessés, soit ont perdu des êtres chers sur différentes scènes de crime de cette tragique soirée du 13 novembre 2015, et il y en a un qui m'a dit moi, ce serait plutôt une justice restaurative au Glock. Le Glock étant un pistolet automatique, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qui est une manière de vous répondre. Je pense qu'en matière terroriste,
on a affaire à des crimes politiques, c'est du crime idéologique. C'est-à-dire c'est l'idéologie, en l'occurrence islamiste, qui est utilisée, qui utilise la violence à des fins politiques. Il n'y a pas de rapport humain individuel entre les gens qui commettent ces actes et leurs victimes. Quand il y a un braquage, quand il y a une agression, il y a un rapport humain, parce qu'il y a le choix d'une victime, qui peut être aléatoire, mais dans une logique de prédation. C'est de la prédation économique, sexuelle, etc. Mais là, le terrorisme, c'est politique. Donc peu importe la victime, puisqu'en réalité, la victime, c'est l'État et les valeurs de la République française, en l'occurrence. Donc je ne vois pas comment la justice restaurative peut marcher, compte tenu de la logique qui est de rétablir des liens humains, pour le crime terroriste, premièrement. Et deuxièmement, pour répondre directement à votre question, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu l'avocat de Salah Abdeslam proposer ça le 12 novembre ou le 11 novembre, juste avant les 10 ans de commémoration du 13 novembre, j'ai pensé que c'était un coup de com', j'ai pensé que c'était indécent. Voilà, je fais court. J'ai pensé la même chose, pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, Thibault de Montbrial, c'est quoi la plus grande menace pour la France ? Malheureusement, l'existence d'une grande menace n'empêche pas qu'il puisse y en avoir une deuxième. La plus grande menace, c'est si on continue à laisser tous les vecteurs d'autorité s'affaisser. La plus grande menace, c'est si notre appareil d'État n'a pas un sursaut, évidemment par les femmes et les hommes qui les incarnent, politique, je veux dire. Je ne parle pas des fonctionnaires de l'administration, quelle qu'elle soit. Je parle des politiques en premier. Pour se souvenir que la base du pacte social, c'est de faire respecter l'autorité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans tous les champs de l'affaissement de l'autorité, on voit que non seulement les policiers et les gendarmes ne sont plus respectés sur le terrain, mais que les pompiers et les services de secours sont également agressés, que les élus sont agressés, doublement quasiment les agressions des élus ces 2 dernières années, que le personnel hospitalier, soignants, médecins, infirmières, etc. est agressé, et que les profs sont agressés dans les écoles. Donc, tout le monde est victime, soit de violences, soit de menaces, soit de revendications au nom d'un islam rigoriste, etc. Donc, tout ce qui était cadre est en train de voler en éclats, et du coup, chacun va faire son marché comme il l'entend, en privilégiant la force, puisque le droit n'est plus respecté. C'est un cercle vicieux. Le cercle vertueux, c'est ce que j'appelle le choc d'autorité, qui est une expression que j'ai théorisée moi, il y a 5 ans et que je n'arrête pas de porter, et le titre de mon livre, c'est « Le choc ou la chute », le choc d'autorité ou la chute de la France. Le choc d'autorité, il aurait comme conséquence, s'il était assumé politiquement, de faire repartir le balancier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'ambiance. Si, comme je le prône, vous soutenez nos forces de l'ordre pour que sur le terrain, elles utilisent la force légitime, c'est-à-dire la force, lorsque la situation évidemment le permet juridiquement, mais c'est souvent le cas, à plein. Puisqu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes se restreignent parce qu'ils ont peur des conséquences juridiques, judiciaires, etc. Mais si vous restaurez ça, c'est-à-dire que si vous les soutenez, si vous décorez les policiers et les gendarmes qui se mettent en danger en allant physiquement payer de leur personne pour protéger les autres, etc., les voyous vont avoir peur. Un être humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il a tendance à être fort avec les faibles et faible avec les forts. Toujours. C'est une tendance humaine. Et il faut beaucoup de vertu pour sortir de cette tendance naturelle. Eh bien, si nous resterons collectivement dans l'appareil d'État et ensuite dans l'administration la force par la combinaison d'une détermination sur le terrain soutenue par la justice avec une administration qui se sent politiquement mais regardez pas ce qu'on avait dit, il faut terroriser les terroristes. Qu'est-ce qu'on en a dit ? Ce que je veux dire, je finis juste le raisonnement, c'est qu'à ce moment-là, vous aurez un cercle vertueux et que chacun a la place qui est la sienne, à l'hôpital, à l'école, dans les mairies, eh bien, se redressera la tête, sortira les épaules et sentira qu'il y a une énergie d'autorité qui revient. Et chacun exercera à son tour sa propre autorité. Et en face, les gens qui seront tentés... soutenus. Mais bien sûr, c'est des tendances, c'est des énergies.
C'est de l'énergie au sens métaphysique. Il faut cette énergie. Mais aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc le principal danger, la principale menace pour la France, parce que c'est la mère de toutes les menaces, parce que si on n'a plus d'énergie, si on ne se respecte plus, si on ne protège plus nos concitoyens, ce qui est le premier devoir de l'État, et si on n'applique plus nos propres lois, à ce moment-là, toutes les menaces concrètes, qui étaient peut-être le sens de votre question, l'islamisme, les narcos, l'ingérence étrangère, etc., va s'engouffrer. La France, elle est au bord de l'implosion, selon vous, là, aujourd'hui, parce qu'on le dit souvent, mais finalement, est-ce que c'est une réalité ? Moi, je constate une accélération des signaux faibles, comme on dit. Plus qu'avant ? Ouais. Plus qu'avant. Depuis Macron ? Ah oui, alors, depuis Macron, pas que... C'est pas de la faute de Macron et pas des autres, hein. C'est une tendance depuis 40 ans. Mais il y a une vraie accélération avec le président Hollande. Il y a eu une erreur qui est quand même... Enfin, c'est plus qu'une erreur. Il y a une faute qui a été de mettre Mme Taubira à la justice, ce qui a fait perdre du temps, ce qui a infléchi des évolutions, etc. Emmanuel Macron est arrivé et c'est quelqu'un qui manifestement, puisque ça fait 8 ans qu'il est là, donc on peut, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse, n'a absolument pas de culture personnelle de ce que c'est que la sécurité, l'identité et ça. Il a toujours pensé que la prospérité économique réglerait tous les problèmes. Alors, manque de bol, il n'y a pas de prospérité économique et les problèmes ne font que s'accroître. Je pensais, pour tout vous dire, je vais faire une confidence perso, il y a un truc sur lequel je me suis trompé dans l'analyse. C'est que quand il a été réélu en 2022, comme on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit étouffé par les convictions, mais c'est un pragmatique. Je pensais que par pragmatisme, comme toutes les notes de renseignement sont au rouge écarlate pour tirer les signaux d'alerte dans tous les sens, il allait avoir un tournant sécuritaire. Et en fait, il ne l'a pas eu. Et j'ai beaucoup parlé avec certains de ses très proches qui disent, on lui explique, mais ça imprime pas. Et en plus, il y a quand même un entourage autour de lui. Comment vous des gens expliquez très ça à gauche. Eh bien, je me l'explique pas. Vraiment, je me l'explique pas. C'est bizarre de vous répondre ça. Mais je ne m'explique pas que quelqu'un qui est intelligent, qui préside le pays depuis 8 ans, qui a accès à tout le matériau, ce qui fait qu'il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. S'il y en a un qui ne peut pas dire qu'il ne sait pas, c'est lui. Eh bien, ne tire pas les conséquences. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur le terrorisme islamiste. Vous écrivez dans votre livre, l'objectif des islamistes n'est pas seulement de tuer, il est de rompre le lien entre les Français et leur République pour imposer à terme une contre-société fondée sur l'intimidation et la haine. Est-ce que cette contre-société dont vous parlez, elle n'a pas déjà commencé à se former ? Ah si, bien sûr. C'est pour ça que je vous répondais tout à l'heure que depuis 10 ans, la situation a empiré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrorisme, c'est un moyen de faire de la politique, ni plus ni moins. C'est un choix, c'est le choix de la violence au soutien d'une idéologie. La même idéologie, en l'occurrence l'islamisme, mais c'est vrai de toutes sortes d'idéologies, peut être mise en œuvre, mise en mouvement dans un cadre politique traditionnel, par le fait de présenter des candidats aux élections ou de noyauter des partis politiques. Aujourd'hui, l'islamisme, c'est-à-dire l'idéologie islamiste, elle est dans une logique de conquête qui est archi-documentée depuis, certains diront des siècles, en tout cas depuis au moins 100 ans pour ce qui concerne les frères musulmans, etc. Donc, cette idéologie, elle n'arrête pas de gagner du terrain. Elle peut avancer soit par la violence, soit sans la violence. Mais les deux modes de progression convergent. Dans les deux cas, l'objectif, c'est soit de fracturer la société par la violence, soit de la gangréner, de la pénétrer, notamment par l'identification et la prise de contrôle de tout ce qui concerne, de tout ce qui est centre de pouvoir au sens le plus large, pas au sens strictement juridique. Par exemple, les syndicats dans les entreprises. C'est un vrai lieu de pouvoir. Par exemple, les associations sportives. Pourquoi c'est un lieu de pouvoir, l'association sportive ? Parce qu'il y a plein de jeunes qui font du sport. Et donc, si vous mettez la main sur un club de foot ou sur un club de sport de combat, vous allez avoir tout un tas de jeunes du quartier qui vont venir pour exercer leur art,
Sauf que on va leur prendre la tête, littéralement, on va leur prendre la tête, manger le cerveau, avec l'idéologie, etc. Donc c'est en ce sens que cette logique est à l'œuvre, elle avance considérablement. On a les signaux faibles depuis ne serait-ce que 5 ans, on est à fin 2025. Depuis 2020, tout ce qui est progression identifiée de l'islam politique sur le territoire français est relevé, mais relevé par plein de notes de renseignement. Il y a un rapport que Bruno Retailleau a rendu public, c'est pas lui qui l'avait commandé, c'était Gérald Darmanin, mais il a été rendu public sur l'entrisme des frères musulmans. Il y a le livre de Florence Bergeau-Blaclair qui lui a valu tous ses déboires, où elle documente, mais de façon, d'ailleurs elle est universitaire, de façon clinique, documentée, étayée, cette progression de l'islamisme. Et plus l'islam politique prend de la place, plus les gens sont tétanisés. Et puis, ce qui évidemment complique les choses, c'est que la France insoumise s'est emparée de cette doctrine politiquement. Et puis il y a le conflit israélo-palestinien. Dans votre livre, vous revenez sur le Karim Hassan, vous écrivez notamment « La tragédie de Gaza sert ainsi de toile de fond à une opération permanente de communication idéologique victimaire où, dans la grande tradition islamiste, l'ambiguïté avec l'appel à la violence est permanente jusqu'au jour où, alors justement, avec LFI, les islamistes, est-ce qu'ils ont aussi réussi à infiltrer nos institutions ?» Le chapitre sur Gaza, c'est un chapitre important parce que vous me demandiez tout à l'heure sur le narco, une grande date, il y a une date tournant, 14 mai 2024, Incarville, on en a parlé. Il y a une autre date tournant, c'est le 7 octobre 2023. Je ne parle pas pour le Moyen-Orient, Israël, etc., parce que ça c'est une évidence. Je ne vais pas faire l'insulte aux gens qui nous regardent de rappeler pourquoi c'est important au Moyen-Orient. Par contre, moi je dis que c'est une date capitale en France, en Europe en général, mais en France en particulier. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, les islamistes de tout poil en France, qu'ils soient organisés ou qu'ils soient juste de sensibilité, etc., ont pris conscience de ce que l'Occident était faillible, de ce que nous pouvions être vaincus. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 au matin, c'était impensable. C'était impensable pour Israël, c'était impensable pour tous les gens, tous les services de renseignement du monde disaient, etc. Jamais Israël, qui est si fort à la fois militairement, en renseignement, en technologie, tout ça, les mecs sont baqués pour tout. Tout à coup, ils se prennent une vague, ils prennent 1200 morts en quelques heures sur leur territoire. Il faut quand même mettre en perspective les chiffres, que chacun prenne conscience. 1200 morts en Israël, en proportion de population, ça fait 9000 morts en France et ça fait 42 000 morts aux États-Unis. Donc ce qui est arrivé à Israël le 7 octobre au matin, c'est comme si on avait un attentat qui fasse 9000 morts en France. Il faut quand même concevoir le truc. Cette parenthèse étant non pas refermée mais posée, la conséquence directe du 7 octobre 2023 en France, ça a été quoi ? Ça a été que les victimes, les juifs, sont devenus les gens agressés en France. L'antisémitisme a explosé le lendemain, dès le soir même, le 7 octobre, et le lendemain, dimanche 8. Ceux qui disent aujourd'hui, parce que la mémoire est un petit peu vacillante 2 ans après, que c'est parce qu'il y a eu des horreurs à Gaza 3, 4, 5 mois après, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Prenez les statistiques publiées par le ministère de l'Intérieur sur les actes antisémites, vous voyez les jours, bon, c'est tendance d'ailleurs a toujours été assez élevé, mais du jour au lendemain, vous avez une ligne qui monte comme ça, et qui n'est quasiment pas redescendue depuis. Donc, c'est cet antisémitisme d'origine arabo-musulmane qui a remplacé le vieil antisémitisme de l'extrême droite française maurassienne qui a survécu jusqu'à la moitié du XXe siècle à peu près. Et aujourd'hui, l'antisémitisme, il est porté dans son écrasante majorité par cette population islamisée que la France insoumise a fait le choix d'aller séduire dans le but de créer électoraliste et de la convergence des luttes entre le peuple de gauche, je mets des guillemets, et les enfants de l'immigration. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Vous abordez aussi la question du drapeau palestinien que l'on retrouve dans de nombreuses manifestations aujourd'hui en France. Comment vous expliquez que ce drapeau palestinien il soit plus davantage fièrement arboré que le drapeau français dans nombre de situations? J'écris même que je pense, j'ai cette intuition, que le drapeau palestinien, aujourd'hui, en France, c'est devenu le symbole
de tous les ennemis de la France. Donc en fait, en Europe, parce que c'est vrai pas seulement en France, le drapeau palestinien, c'est l'étendard qui jusqu'à maintenant n'existait pas. Pour le coup, c'est l'étendard de la convergence des luttes. C'est fascinant. En Espagne, où il y a eu beaucoup d'incidents sur les manifestations sportives, où les dernières étapes de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, ont été interrompues au mois de septembre, il y a 2 mois, où il y a eu des manifestations monstres en marge de matchs de foot, etc. C'est la même chose. Donc, si nous devions basculer dans une ère de grande violence, comme je le crains, parce que différents indicateurs le montrent. Vous le dites. Alors, on va revenir sur le terme de guerre civile, parce que pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait des camps organisés, et je pense qu'en France, il n'y a pas de camps organisés. Mais en tout cas, moi, je le définis comme étant un épisode de grande violence où l'État perd à venir. Oui, où l'État perd le contrôle. Mais si vous voulez, on va y revenir dans un instant. Mais en tout cas, ce que je vous disais, c'est que je pense que le drapeau ennemi, ce serait le drapeau palestinien. Non plus du tout par le moindre rapport avec la Palestine, mais parce que c'est la première fois qu'on a un drapeau c'est la première fois que ça prend, si vous voulez. Il y a eu plein de tentatives, mais là, ça y compris pour parler de cause française. Ah ben bien sûr, c'est la première fois que ça prend, c'est-à-dire ça fédère tous et les vous gens pensez que l'extrême gauche, elle va réussir à rallier ce vote, même, on peut le dire, musulman? Alors, c'est une vraie crainte, oui, c'est possible, mais il faut que si jamais, par extraordinaire, nous avions des gens d'extrême gauche qui nous regardent, il faut qu'ils étudient bien l'histoire, puisqu'à chaque fois que dans l'histoire, l'extrême gauche s'est alliée avec les islamistes, et quand ils ont gagné, évidemment, les islamistes ont massacré les gauchistes une fois arrivés au pouvoir. Massacré physiquement. Et quand vous parlez d'épisodes encore plus violents potentiellement à venir, vous pensez que les tensions entre militants pro-Israël et pro-palestiniens risquent de s'aggraver encore plus en France? Oui, mais pas toutes seules. C'est-à-dire que Il faudrait qu'il y ait une braise. Oui, mais ça suffirait pas à embraser le pays. On pourrait avoir des agressions, il y en a déjà beaucoup, des agressions antisémites, on pourrait avoir des meurtres antisémites, mais pas un embrasement. L'embrasement, si vous voulez, l'embrasement, il est craint. Sur l'embrasement, plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, l'embrasement, c'est un vrai sujet au sein de la police, de la gendarmerie et des services de renseignement. Ce n'était pas le cas il y a encore 1 an ou 2. Et on nous cache les chiffres ou pas? Parce que ce qui est intéressant, vous qui êtes au fait de cette situation, c'est comme les attentats qui sont déjoués. Dans quelle proportion? Bon, je sais qu'on ne peut peut-être pas le dire très librement, mais... On ne cache rien. Après, ça dépend comment on les habille, les chiffres. Le ministère de l'Intérieur, si. On ne cache pas certains, pour pas justement inquiéter la population. Quel est l'état et l'ampleur de ces attentats déjoués? Tant que... Le truc est assez simple. Tant qu'il n'y a pas d'enquête judiciaire, on peut cacher. Dès qu'il y a des poursuites judiciaires, on ne peut plus cacher. Et d'ailleurs, tous les ministères de l'Intérieur, depuis 10 ans, ont toujours communiqué sur les ouvertures d'enquête, quand les gens étaient poursuivis, qu'il y avait de l'administration, etc. Tant que ça reste dans la zone grise ou dans la zone noire, on peut le cacher. Mais le principe dans une démocratie, c'est que si les gens ont un projet criminel et qu'on veut l'empêcher, il n'y a pas 36 manières. S'ils sont sur le territoire national, la seule manière, c'est de les poursuivre juridiquement. Donc il y a un moment où on sort du noir ou du gris et le chiffre apparaît. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ne pas qualifier... Le chiffre sort, il y a une enquête, par contre, on ne la qualifie pas de terroriste. Et c'est une pratique qui est celle du parquet national antiterroriste. Ça passe sous les radars. Non, ça passe pas sous les radars, mais c'est pas le bon radar. C'est-à-dire que vous avez un individu, mais ça arrive toutes les semaines, vous avez un individu qui commet une attaque au couteau. On ne sait pas si c'est un lien. Même si il a un comportement ou des propos qui sont clairement proches de... Et qui donne le nom radar dès lors qu'il n'a pas de lien officiel avec un groupe terroriste, dès lors qu'on n'a pas retrouvé de preuves, etc., on dit « ah ben non, c'est pas terroriste ». Alors que toutes les organisations terroristes, et notamment Al-Qaïda et l'État islamique, ont travaillé depuis des années sur la propagande, sur leurs moyens de propagande, pour générer des passages à l'acte, susciter, ça s'appelle d'ailleurs le terrorisme incité, pour que des gens un peu fragiles psychologiquement, le jour où ils ont une frustration dans leur vie, passent à l'attaque, en étant avec tout un travail identitaire pour qu'ils se réapproprient une fraction, même parfois minime, de la culture arabo-musulmane, pour passer à l'acte. Mais du coup, le parquet national antiterroriste va dire « Ah oui, mais on a regardé l'enquête, on supervise, et on n'a pas retrouvé de lien, on n'a pas retrouvé d'adhésion à Daesh, on n'a pas retrouvé de message avec d'autres, etc. Donc, c'est pas terroriste. » Mais en fait, donc on dit « Ah ben ça, c'est pas un attentat. » Mais si on quitte le droit et qu'on fait de la politique,
ce qui est plus important que le droit. Il faut comprendre les phénomènes. Pour trouver des solutions et faire évoluer notre pays, il faut être capable de poser des diagnostics. Si vous êtes médecin et qu'on vous interdit toute une partie du champ lexical, vous ne pouvez pas poser le bon diagnostic et donc vous ne pouvez pas trouver le bon traitement pour votre patient. En la matière, c'est pareil. Si on considère qu'il y a de moins en moins d'attentats ou qu'il y en a moins depuis quelques années, en tout cas, ce qui est par ailleurs objectivement vrai, mais qu'on ne compte pas toutes ces attaques qui sont commises par des gens d'origine arabo-musulmane au nom de la religion, etc., au prétexte qu'il n'y a pas de lien direct, alors que toute l'habileté des organisations terroristes, c'est de couper les liens directs, eh bien, on n'est pas plus capable de comprendre l'ampleur de l'influence à laquelle nous avons affaire. Et dans les services de renseignement, ça porte un nom, ce sont les actes d'inspiration islamiste, ils appellent ça. Donc vous avez un premier chiffre qui est le chiffre des attaques terroristes, qualifiés de terroristes, c'est le radar du parquet national antiterroriste, donc on a les chiffres chaque année. Et puis vous avez des attaques qui sont non terroristes, mais par contre dans ces attaques non terroristes, personne ne fait le travail de dissocier celles qui ont une forte inspiration islamiste et celles qui sont ce qu'on appelle du droit commun pur et dur, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec ces questions. Et on a vu par exemple, ça c'est pas dans mon livre, mais je vous le dis, parce qu'il y a très peu de gens qui ont dit ça publiquement, quand il y a eu les très violentes polémiques avec l'Algérie au début de l'année 2025. Vous vous souvenez, janvier, février, mars 25. On a vu apparaître tout à coup, dans les médias, des procédures qui étaient faites, et c'était très bien, par le ministère de l'Intérieur, contre les influenceurs algériens. Il y a eu plusieurs procès, etc. Avec des gens qui disaient des horreurs, et qui avaient des millions de followers, et qui sortaient d'on ne sait où, qui parfois ne ressemblaient pas à grand-chose, et dont c'est pas la peine d'être un génie pour comprendre qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre payés par des intérêts directs ou indirects de l'Algérie. Ça, on en a parlé. Et ce dont on a beaucoup moins parlé, c'est que dans le même temps, il y a eu beaucoup d'attaques au couteau d'une personne qui empoignardait une autre, et dont on se rendait compte, moi c'est beaucoup de policiers, de gendarmes qui m'ont dit ça, de procureurs, tiens c'est intéressant, on a plus d'attaques au couteau qu'avant pendant cette période, avec beaucoup de gens qui parmi les assaillants avaient d'une manière ou d'une autre dans leur vie un lien avec l'Algérie. Bah, vous voyez, ça c'est une catégorie qui n'a jamais été même travaillée. Donc si ça se trouve, ce que je viens de dire va être critiqué par des gens qui disent « Ouais, mais Montbrial, il dit ça, mais il n'a pas de preuves, machin et tout ». Je vous dis, il ne s'agit pas de... puisqu'il n'y a pas de statistiques, je n'ai pas de preuves. Par contre, je peux vous dire que le nombre de gens qui, dans la police, dans la gendarmerie, ou dans les parquets, ou dans les préfectures, ont attiré mon attention en disant « Tiens, c'est marrant, en ce moment, on a une tendance, c'est ça. C'est monté comme ça, c'était au même moment. » Ah, ça ne peut pas être un hasard. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça nous renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est les policiers, les gendarmes, ils se sentent soutenus par le pouvoir judiciaire derrière, ou ils se sentent freinés Alors, ça c'est sûr qu'ils ne se sentent pas soutenus. Je vais vous dire, moi, il y a un policier qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, nous, aujourd'hui, avant de sortir de la voiture, on réfléchit bien, parce qu'en vrai, si on sort, on a le choix entre l'hôpital ou la prison. La formule est claire. Ils sortent, ils en prennent une, c'est l'hôpital. Et ils sortent, ils en mettent une, c'est la prison. Voilà. Alors, attention, hein, c'est un peu réducteur. C'est une anecdote. Mais enfin. L'affaire Naël, ça vous a inspiré quoi l'affaire Naël, elle est fascinante. Elle est fascinante. Elle peut d'ailleurs nous ramener à la question de l'embrasement qu'on avait esquissé tout à l'heure. Mais pour rester sur l'affaire Naël. D'abord, je le dis pour que ce soit clair pour ceux qui nous regardent. Moi, je suis l'avocat du deuxième policier. C'est-à-dire, il y a celui qui a tiré, qui est poursuivi, et celui... Il y en avait un autre, c'est vrai. Oui, ils étaient deux. Et celui qui était à côté, il a été mis en cause. À quel titre ? Mais il a été, parce qu'il y avait donc certaines victimes, des voyous qui étaient dans la voiture aussi avec Naël, disent qu'il a porté des coups, etc. Bon, tout ça ne résiste pas à l'examen, et il le sera, normalement, on attend une décision de justice bientôt de la cour d'appel après l'instruction, mais normalement, il ne sera pas renvoyé devant la cour d'assises. Mais, par contre, je connais bien le dossier, puisque je l'ai eu, et j'étais notamment à la reconstitution, qui a duré, je crois, 15 heures de mémoire, dans un Nanterre. Et vous y avez assisté ? Ah bah oui, mais j'étais avocat, donc non seulement j'ai assisté, mais j'ai participé. C'est-à-dire j'avais un rôle actif, comme les avocats ont le droit d'avoir un rôle actif en reconstitution. Et il y a plein de choses que les gens qui étaient dans la voiture ont dites.
qui n'étaient pas vraies. Par exemple, Naël n'a jamais coupé le moteur, il a redémarré, etc. Bon, tout ça, c'était contesté. Aujourd'hui, c'est incontestable.